Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de l'Imaginoire à l'écoute des familles. L'Imaginoire est une émission en forme de porte-voix. L'Imaginoire est une émission co-construite avec des familles touchées par la déficience visuelle. Et l'Imaginoire a pour but de sensibiliser toujours un peu plus le monde au monde du handicap. Au programme des 25 prochaines minutes, on vous propose d'aller à la rencontre de Bernadette et de Thierry Bergère. Un entretien enregistré pas loin de Lyon en novembre 2022. Et donc, une nouvelle émission en forme de portrait inspirant. Belle rencontre et bonne écoute. Donc, je m'appelle Thierry Bergère, je suis né en 1961, donc j'ai 61 ans. Et je suis aveugle depuis l'âge de 16 ans, donc j'ai perdu la vue accidentellement en 1977. Quand j'étais enfant, donc j'habitais dans la région lyonnaise. Dans les années 70, donc mes parents ont acheté une maison en Savoie, donc on a déménagé dans la région du lac d'Aiguebelette. Et c'est dans cette région-là, entre autres, que parmi les choses que j'ai faites à l'adolescence, j'ai eu le tort de ramasser dans un chantier d'élargissement de route un détonateur qui n'avait pas explosé, donc un détonateur qui était utilisé pour faire sauter les mines, pour élargir les routes, quoi. Et j'ai conservé ce détonateur pratiquement 2 ans dans mes affaires sans y toucher. Et c'est pendant l'été, donc c'était en août 77, un soir, donc pour m'occuper, je faisais un montage électrique et j'ai eu le malheur de tout verser sur la table pour trier des pièces. Et le détonateur qui était dans les affaires a malencontreusement pris contact dans le circuit électrique que j'étais en train de faire sur la table. Et donc il a explosé juste sous mon nez, donc soufflant mes yeux, donc bien sûr, et accessoirement aussi m'emportant la première phalange de l'index droit. Donc j'ai eu l'index droit amputé, ce qui n'est pas sans conséquence après pour un parcours d'aveugle avec le braille notamment, quoi. Suite à cet accident, j'ai bien sûr commencé par faire un mois d'hôpital. Et là, j'ai eu la chance d'être extrêmement soutenu, d'abord par mes parents, par mes frères et sœurs. J'ai 3 frères et une petite sœur. Et pendant un mois d'hôpital, je suis pratiquement pas resté un jour sans avoir la visite d'amis de mon village, de mes camarades de collège, etc. Dans mon village, on faisait les conscrits notamment, donc tous mes camarades conscrits. Beaucoup sont venus me rendre visite à l'hôpital et ça m'a été d'un grand secours moral. Moralement, j'étais dans un état à l'époque où quelque part je me laissais aller, je me laissais vivre, je me laissais porter par les soins médicaux. J'avais déjà ça à gérer, des douleurs physiques particulièrement à la main notamment, des points de suture dans les paupières, enfin des choses très, très sympathiques là, qui prennent déjà bien l'esprit quand on est à l'hôpital. À l'hôpital aussi, donc j'ai eu la chance de tomber sur une assistante sociale, c'était l'hôpital de Chambéry, qui tout de suite a branché mes parents sur des possibilités de rééducation. L'idée, c'était de ne pas perdre de temps pour vite reprendre le lycée. Et donc, pour pouvoir reprendre le lycée, il fallait que je sois autonome et donc acquérir cette autonomie au travers d'une rééducation. Suite à l'hôpital, alors là, c'est là que le parcours a été difficile au départ parce que je suis rentré de l'hôpital et là, il n'y avait plus ce côté maternant, etc. Donc, je suis revenu dans mon environnement habituel, et là ça a été extrêmement difficile moralement, puisque c'est là où je me suis rendu compte finalement de ce que j'avais perdu, de ce que je ne pouvais plus faire. D'abord j'étais déscolarisé, c'était très dur à vivre, se sentir en dehors du monde quelque part, voir mes camarades continuer leur parcours et moi en être exclu, au moins provisoirement. Il y avait des choses, par exemple, j'avais travaillé pendant l'été de mon accident, j'avais économisé pendant 2 ans pour m'acheter ma mobilette. Et je venais juste de m'acheter la mobilette de mes rêves, donc j'ai eu le temps de faire une semaine avec, 100 km, quoi.
Voilà, et donc cette mobilette, voilà, elle était devant moi et je pouvais plus l'utiliser. C'était extrêmement frustrant. C'était bien sûr des choses d'adolescent dont je parle là, quoi. Voir mes camarades de mon village continuer à jouer au club de foot, moi je pouvais plus faire partie de l'équipe. Donc ce sentiment comme ça de perte, de deuil qu'il me fallait faire, et ça a été réaménager tous mes gestes, réapprendre à mettre un disque tout seul. À l'époque, c'était des disques vinyles, bien sûr. Me fracasser la tête dans la porte des WC et me rendre compte à cette occasion-là qu'auparavant, sans m'en rendre compte, je baissais la tête. Là, je faisais plus attention. Boum, j'étais trop grand par rapport à la porte des toilettes et je me fracassais le crâne dessus. Voilà, des petites choses comme ça où il a fallu tout réaménager, tout réapprendre à vivre avec ce nouveau handicap, quoi. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. En compagnie aujourd'hui de Thierry Bergère, qui nous raconte donc son parcours. Retour à l'entretien. Ce qui a été vraiment fabuleux pour moi, c'est précisément la rééducation que je dois à cette assistante sociale de Chambéry. Et cette rééducation, je l'ai fait comme beaucoup d'aveugles de l'époque, dans un centre de rééducation qui se situait à Marly-le-Roi, dans la région parisienne. Et là, c'était vraiment une renaissance. C'était un stage de 3 mois que j'ai commencé, alors c'est un petit repère temporel comme ça, le week-end où est mort Claude François, là, qui a duré 3 mois, et bien avec mes autres camarades stagiaires en rééducation, tous aveugles récents, d'âge différents, j'étais le plus jeune, j'avais 17 ans, eh bien on a subi des rééducations qui touchaient à l'apprentissage du braille, à l'apprentissage de la dactylographie, donc à l'époque c'était pas encore l'informatique, la locomotion bien sûr, apprendre à se déplacer de manière autonome, des ateliers d'ergothérapie, donc où au travers d'activités telles que l'argile, le rotin, voilà, on apprenait à programmer nos gestes dans l'espace, à visualiser l'objet qu'on était en train de faire, enfin tout ce qui fait que petit à petit on réapprend à fonctionner sans la vue. Ce stage a été extrêmement important pour moi sur le plan fonctionnel, bien sûr, réapprendre à me déplacer, à être autonome, etc. Mais ça a été extrêmement important aussi sur le plan psychologique, puisque ça a été véritablement une renaissance. C'était renaître autrement. Voilà, j'étais quelqu'un voyant, j'ai eu une nouvelle vie, donc je rattaquais une nouvelle vie, donc en étant aveugle, et ce centre nous permettait de prendre conscience de ce qu'on était capable de faire. Simplement, par exemple, jouer à une partie de cartes et bien rigoler entre copains, voilà, se rendre compte que la vie ne s'arrêtait pas là, que ça recommençait. Quand je suis arrivé à Marly-le-Roi, dans ce centre, j'étais un vieillard de 17 ans. J'avais le sentiment que ma vie était finie, que ma vie était derrière moi. Avec des choses dures en tête, comme moi qui rêvais par exemple d'être pilote d'avion depuis mon plus jeune âge, et bien là, admettre que je ne pouvais plus être pilote d'avion. Une chose à laquelle on pense bien sûr quand on perd la vue à 16 ans, plus aucune fille va s'intéresser à moi. Voilà. Et ça, dans la pratique de psychologue que je suis aujourd'hui, donc c'est quelque chose que je rencontre beaucoup chez les jeunes, cette peur à 16 ans, à 17 ans, à 15 ans, de ne pas avoir de petits copains, de petites copines, de ne pas être en mesure de fonder un foyer. Donc j'avais aussi cette angoisse à l'époque de me retrouver seul, d'être un aveugle, un handicapé, avec tous les clichés que j'avais en tête par rapport à ce nouveau statut, quoi. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, une émission réalisée par des familles touchées par la déficience visuelle, mais qui s'adresse à tout le monde, car il faut décloisonner le monde de l'handicap, c'est important. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Thierry Bergère, et on le retrouve tout de suite pour la suite de son entretien. Le défi qui a suivi, ça a été de reprendre ma scolarité. Voilà, j'étais en seconde. Il fallait que je reprenne en première. À l'époque, j'étais en seconde C, qui était la seconde scientifique. Et là, bien sûr, on est allé voir les lycées à Chambéry. Et je devais aller notamment au lycée Vaugelas. Et là, je suis tombé sur une directrice. J'étais avec ma maman, j'avais 17 ans. J'étais aveugle depuis moins d'1 an. Donc, j'avais encore pas tous les repères, pas tous les arguments. Et je suis tombé sur une directrice qui a décrété que non, c'était pas possible de m'inscrire parce que j'allais poser trop de problèmes aux enseignants. Et avec ma maman, faute d'expérience et de recul par rapport à mon propre handicap, on s'est laissé
écraser, envahir par ce refus comme ça. Et on est reparti penaud en disant bah non, voilà, c'est pas possible. Et là, ma maman a eu une idée. L'année précisément où on a habité à Lyon, j'étais donc, comme je disais tout à l'heure, lycéen au lycée Pierre Brosselette à Villeurbanne. Et elle a eu l'idée de dire mais puisque tu as été élève à ce lycée, peut-être qu'ils accepteraient de te reprendre. Et de la même façon qu'on a discuté avec la directrice de Vaugelas, là, on a discuté avec le directeur à l'époque de Pierre Brosselette, qui a eu un tout autre discours, mais de manière tout aussi unilatérale. Lui, il a dit que il n'avait jamais eu l'expérience, mais pourquoi pas? Il voulait bien tenter l'expérience. Voilà. Et dans un cas comme dans l'autre, ça tenait à une décision de personnes. À l'époque, il n'y avait pas les lois qui permettaient de dire non, mais vous n'avez pas à discuter, vous m'inscrivez, point barre, quoi. Et par contre, il m'a dit voilà, vous étiez en seconde scientifique. Nous, on pense que ça sera difficile, donc on vous propose de vous reprendre en première, mais en première littéraire. À l'époque, c'était le bac A. Et malgré moi, donc, je suis devenu littéraire, alors que c'était pas du tout mes aspirations premières. Il a fallu que je trouve un logement à Lyon, et alors que je n'étais aveugle que depuis 1 an, que j'avais que 17 ans, eh bien, j'étais tout seul dans Lyon, et il fallait que je me débrouille, notamment prendre les transports en commun pour me rendre au lycée. Et là, la chance que j'ai eue, c'est de trouver un logement dans un foyer de jeunes travailleurs que beaucoup d'aveugles lyonnais connaissent bien, qui s'appelle l'UCJG, l'Union chrétienne de jeunes gens, qui était un foyer de jeunes travailleurs qui avait pour particularité notamment d'héberger une vingtaine d'aveugles et de malvoyants qui étaient tous étudiants, élèves de l'école de masso-kinésithérapie de Villeurbanne. Du coup, je me suis retrouvé dans ce foyer, totalement seul la journée, à me débrouiller tout seul, mais en retrouvant le soir des pairs, des camarades qui partageaient une expression que j'aimais pas à l'époque, mais que j'aime beaucoup maintenant, des compagnons d'infortune, qui m'ont pris sous l'oreille. Eux, ils étaient déjà bien au fait des déplacements dans Villeurbanne, etc. Et donc, ça m'a été aussi d'une grande aide. Les débuts au lycée ont été extrêmement folkloriques et il n'y avait pas à l'époque l'informatique. Et donc mes outils de travail, c'était essentiellement le magnétophone, à cassette à l'époque. J'avais acheté un magnétophone à bande aussi pour pouvoir enregistrer des durées plus longues. Donc mes enseignants ont accepté que je travaille un petit peu différemment, que je fasse notamment les choses à la maison. Petit à petit, j'ai pris conscience qu'il fallait que j'abandonne mes repères de voyant, que je renonce à vouloir fonctionner comme je fonctionnais avant, à l'époque où j'avais mes yeux, mais qu'il fallait que j'adapte d'autres modes de travail, d'autres façons de travailler, arriver au même but, le bac, mais en empruntant des façons de travailler différentes. En cela, j'ai eu de la chance d'avoir des profs qui m'ont laissé travailler comme je voulais, en enregistrant mes cours. Voilà. Le revers de la médaille, c'est que à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas l'informatique, donc je pouvais faire pas grand-chose pendant la semaine dans mon foyer de jeunes travailleurs, et je travaillais beaucoup le week-end avec l'aide de mon frère, de mes parents, etc. Et donc, je passais des week-ends entiers, très studieux, où le dimanche soir, j'avais le temps de prendre un café et il fallait repartir à Lyon, quoi. Donc, c'était une période qui était quand même pas facile, quoi. Ceci étant, j'ai pris mes marques, j'ai progressé au point que en terminale, j'ai été dans les 5 seuls élèves de la classe à avoir une mention très favorable pour le bac. Et j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Le bac reste quand même quelque chose d'assez pénible parce que voilà, c'était stressant. J'étais aveugle quand même que depuis 2 ans, quoi, hein. C'était pas évident encore de travailler de cette façon-là. Et il a fallu que je fasse beaucoup de choses de tête, fonctionner différemment, dicter ma disserte de philo à un secrétaire qui voulait absolument m'aider, mais en me donnant des exemples que je voulais absolument pas mettre dans ma disserte. Donc il fallait que je gère le secrétaire en plus de gérer ma disserte à moi, avec des temps de travail longs, le tiers-temps supplémentaire, ce qui fait qu'une épreuve de philo de 4 heures se transformait en une épreuve de 5h20. Donc c'était quand même c'était costaud, quoi. Et je suis pas le seul, tous les aveugles handicapés qui ont le tiers-temps connaissent bien ça. Et ce qui a été aussi très, très marquant aussi, c'est que lors des cours de philosophie, j'ai rencontré la psychologie au travers de cours sur l'inconscient, sur Freud. C'est une discipline, c'est le dernier des métiers que j'aurais fait quand j'avais 15 ans, moi qui rêvais d'être pilote d'avion, hein. À défaut géologue ou des choses scientifiques, là vraiment psychologue, non. Mais
au travers lors de cours de philosophie, qui portaient sur l'inconscient, sur Freud, etc., j'ai découvert cette voie-là et j'ai eu l'idée de me lancer dans des études de psychologie après le bac. Ouais. La psychologie, c'est un thème que nous approfondirons avec Thierry lors de la prochaine émission. Mais pour l'heure, il est temps de laisser un peu de place à Bernadette, l'épouse de Thierry, afin qu'elle nous parle de leur rencontre et qu'ensemble, ils nous parlent de leur vie de couple et de leur vie de parents. Vous êtes toujours à l'écoute de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Retour à l'entretien. Les années lycée, elles ont été marquées aussi par quelque chose qui était extrêmement important pour moi. Entre la première et la terminale, pendant les vacances d'été, j'ai rencontré une très jolie petite Vosgienne qui avait 18 ans comme moi. Et moi qui pensais que je n'intéresserais aucune fille, parce que j'étais devenu handicapé, parce que j'étais devenu aveugle, je me voyais comme un boulet. Et bien paradoxalement, au contraire, j'ai rencontré une jeune fille pour qui j'étais au contraire source d'intérêt. Et cette jeune fille, nous sommes mariés, maintenant on vient de fêter nos 40 ans de mariage, voilà, et on a 2 enfants, quoi. Je suis Bernadette Bergère, donc la femme de Thierry. Donc j'ai rencontré Thierry en Savoie et ma copine, donc Pascal, m'a dit un jour si tu veux, je vais rendre les disques à Thierry. Donc est-ce que c'est possible? Alors je lui dis ça me dit pas trop. Et puis finalement on y est allé. Et j'étais pas enthousiasmée de voir un aveugle, voilà. Pourquoi ? Disons que c'était un petit a priori, j'étais pas trop partante, quoi. D'accord. Voilà. Et puis finalement, donc, on est allé là-bas. Thierry a beaucoup discuté, donc ça s'est super bien passé. Et puis il a même joué de la guitare. Un autre jour, on était dehors, et puis Thierry jouait aux fléchettes avec ses petits frères. Puis il a pris la fléchette et hop, il l'a mise dans le mille. C'était le jour de notre rencontre. Le jour de notre rencontre, voilà. C'était probablement Cupidon qui a dû prendre la flèche. Voilà. Parce que ça m'est jamais arrivé une autre fois dans ma vie. Hein. C'est la seule fois de ma vie où j'ai mis la fléchette dans le mille, quoi. Après, on s'est revus pendant tout l'été, on allait se baigner, on allait un petit peu... on faisait les sorties aussi le soir. Après, on a beaucoup correspondu par cassette. Donc Thierry m'enregistrait les cassettes, donc de chanteurs que j'aimais bien. Et moi, je lui renvoyais les cassettes aussi avec des choses sonores, de ce que je faisais, voilà. Tu as même appris le braille. Et puis j'ai même appris le braille pour pouvoir lui écrire. J'ai passé mon CAP de préparatrice en pharmacie, donc à Nancy. Après, donc, je me suis débrouillée pour quitter mon emploi et venir sur Lyon pour rejoindre Thierry. On a réussi à trouver un appartement à Bron. Je guidais beaucoup Thierry quand il allait à la fac à Lyon 2. Elle a eu le courage de tout lâcher et d'arriver avec sa petite Peugeot 104 et ses cartons et tout quitter pour venir me rejoindre à Lyon, quoi. Et en venant d'un village de 600 habitants et pas froid aux yeux, se déplacer dans Lyon avec sa voiture et tout, fallait le faire, quoi. Et oui, ça a été une période bien mouvementée au début. Voilà, on attaque la toute dernière partie de notre émission du jour. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire. On retrouve sans plus attendre Thierry et Bernadette qui vont nous parler de leur expérience de parents. On avait eu l'idée donc d'acheter une grosse seringue en plastique. Sur le piston de cette seringue, on a fait des encoches qui me permettaient de doser la quantité d'eau déviant qu'il fallait. Et je faisais attention aussi, très important, à allumer, à mettre la lumière. Voilà, parce que moi je suis aveugle, mais mon bébé, il fallait qu'il fonctionne comme un bébé voyant, quoi. Avec de la lumière, des positions de visage aussi, faire attention à ce que mon visage soit dirigé vers lui, hein, pour pas qu'il y ait des attitudes d'aveugle, ce qu'on appelle des blindismes, hein, regarder ailleurs, etc. Donc il y avait tout un tas de choses comme ça auxquelles il a fallu faire attention au départ, quoi.
Voilà, mais l'idée, c'était vraiment de se partager les tâches, sachant que pour Bernadette, elle a quand même assumé beaucoup plus que moi, notamment la surveillance. Au début, ça allait, mais quand ils ont commencé à gambader, c'est sûr que moi, je ne pouvais pas courir derrière. Voilà, et souvent, c'est Bernadette qui assurait dans un restaurant, par exemple, qui était toujours debout pour aller récupérer le gamin qui partait à l'aventure, quoi. Donc c'est vrai qu'elle a dû assumer peut-être un peu plus que moi pour beaucoup de choses, donc on s'est quand même partagé les tâches, quoi. C'est pareil, au début de la scolarité, c'est quand même elle qui a beaucoup plus assumé les devoirs scolaires, quand il fallait surveiller les apprentissages d'écriture, etc. Et moi, par contre, il m'était plus facile de faire réciter les poèmes, les tables de multiplication. Voilà, on essayait de se répartir aussi les tâches en fonction de ce que pouvait faire l'un et l'autre, quoi. Depuis le début de notre couple, on a un peu adopté cette règle-là. C'est quand je peux faire quelque chose, je le fais. Voilà, mais s'il y a des choses que je peux faire en tâches ménagères, vaisselle, faire les carreaux, nettoyer les lavabos, etc., je le fais. Et Bernadette passe derrière et éventuellement vérifie le travail s'il est bien fait, quoi. Bien sûr que moi je pouvais pas faire une partie de raquette ou une partie de foot avec mes gamins, enfin quoique j'arrivais quand même des fois à leur tirer des pénaltys ou des choses comme ça, mais en contrepartie on l'a peut-être compensé par peut-être plus de complicité verbale, quoi. Oui. Voilà, des moments de discussion avec les enfants, quoi, et je pense qu'ils ont tout de suite adopté ce mode de fonctionnement qui était plus versé sur une complicité comme ça dans la parole, dans le discours, que par des jeux qu'on pratique d'ordinaire avec un papa ordinaire, quoi. Voilà, puis moi je les emmenais aussi beaucoup à la ludothèque à Lyon. Donc du coup ils venaient jouer avec moi. Donc j'avais Florent et puis Fabien qui était tout bébé. Donc on le mettait dans l'air de balle. Il y avait des jeux de toutes sortes. Donc ils jouaient avec des enfants de leur âge. Et ça compensait le fait aussi de... Pas faire de trucs avec moi, quoi. Voilà, comme il ne pouvait pas faire avec son papa, il faisait avec d'autres. Et il y avait des papas qui venaient aussi, donc c'était sympa, quoi. Il y a une anecdote qui est vraiment très chouette, je trouve. On est allé une fois à Disneyland, à Paris, à Euro Disney. Les personnes handicapées sont prioritaires, peuvent ne pas faire les files d'attente. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne terriblement. J'ai horreur des passe-droits et je me voyais mal passer devant tout le monde comme ça. Malheureusement pour moi, une des personnes de Euro Disney s'est rendue compte que j'étais aveugle et donc a vraiment voulu, a insisté pour que je passe devant tout le monde. Donc la mort dans l'âme, j'ai grillé toutes les files d'attente avec mon épouse et mes 2 garçons. Et là, il y a mon fils aîné qui a crié « Ouais papa, c'est génial que t'es aveugle !» Et du coup, ils sont grands maintenant. Ouais. Il y en a un qui travaille maintenant à Cachan, donc il est ingénieur en informatique, le grand. Et d'ailleurs, entre parenthèses, l'informatique, à partir du moment où il s'y est intéressé, et moi j'ai aussi un diplôme d'informatique, ça a été un terrain de complicité aussi. Voilà, maintenant il m'a largement dépassé parce que maintenant il est ingénieur. Et donc lui, il est sur la région parisienne. Et notre second fils, alors lui, il est un petit peu en avance. Donc peut-être que le verbal aussi... a peut-être favorisé l'avance qu'il avait. Il avait 2 ans d'avance. Une chose qui était assez chouette, c'est que je le mettais sur mes genoux quand je travaillais à l'ordinateur. Et moi, je travaille avec une synthèse vocale, ce qui fait qu'il entendait, par exemple, le nom de la lettre au moment où elle apparaissait sur l'écran. Et je pense que, outre le fait qu'il avait une appétence, un goût pour les chiffres et les lettres, je pense que ça a beaucoup aidé son apprentissage de la lecture, au point qu'à 4 ans, il me lisait le programme télé, quoi. Il lisait l'heure, etc., quoi. Et donc lui, aujourd'hui, il vient de réussir le concours de professeur des écoles et il a attaqué sa carrière d'instituteur, quoi, de professeur des écoles. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Bernadette et merci à Thierry. Nous retrouverons ce dernier pour la suite de son parcours inspirant dans la prochaine émission. J'ai encore quelques secondes pour vous dire que l'Imaginoire est une émission participative, co-construite avec des familles touchées par la déficience visuelle. Si vous êtes dans ce cas-là, rejoignez l'équipe et faisons ensemble. Contactez-nous par mail à l'imaginoire@lilo.org ou en contactant votre radio qui nous passera le message. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre Facebook, le facebook.com/l'imaginoire. L'Imaginoire est une émission accompagnée par l'association Résonance et soutenue par la CAF Drôme. À bientôt pour
pour une nouvelle émission.